L'exclusion d'une part, merci, du fait qu'ils ont une déficience intellectuelle et de l'autre part, qu'ils sont des francophones vivant dans une situation minoritaire. Donc, juste pour commencer, je vais présenter quelques statistiques par rapport à la déficience intellectuelle en Ontario. Donc, on estime une prévalence d'environ 0,8 %. Donc, ce qui représente environ 5600 franco-ontariens ayant une déficience intellectuelle en Ontario. On n'a pas de statistiques exactes pour cette population. Quand on a approché le ministère des Services sociaux et communautaires, qui est le ministère qui gère les services pour les adultes ayant une déficience intellectuelle en Ontario, par rapport aux données qu'ils avaient, la seule donnée qu'ils ont, c'est la langue de correspondance. Donc, dans le milieu de la déficience intellectuelle, ce n'est pas représentatif de la population francophone ayant une déficience intellectuelle, puisque ce sont sûrement les aidants qui vont correspondre avec le ministère, donc les membres de la famille ou une personne ressource. Par rapport au gouvernement aussi, un rapport qui était très important en Ontario, c'est le rapport dans l'impasse de l'Ombudsman de l'Ontario, qui soulignait plus de 1000 plaintes qui avaient été faites au ministère par rapport aux services que peuvent accéder les personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc, 1000 plaintes par rapport aux listes d'attente pour avoir accès à ces services. Et dans tout ce rapport, qui fait environ une centaine de pages, il n'y a aucune mention des francophones ayant une déficience intellectuelle. Et finalement, au niveau de la recherche, vraiment un manque d'articles sur les francophones ayant une déficience intellectuelle en Ontario. Merci. Donc, on parle d'exclusion, il faut aussi parler d'inclusion sociale. Ce qu'on entend par inclusion sociale, ce n'est pas juste la participation sociale, qui était vraiment le but du départ du ministère. C'était que les personnes ayant une déficience intellectuelle soient présentes dans la communauté, qu'ils aient un emploi, qu'ils aient un logement, qu'ils participent à des loisirs. Ce qu'on entend par inclusion sociale, vraiment deux composantes très importantes. C'est un, la notion de réciprocité, d'échange, de partage, et deux, la notion d'un sentiment d'appartenance, appartenance à un ou à plusieurs groupes, appartenance à quelque chose. Donc, les personnes ayant une déficience intellectuelle, si on prend un exemple, disons qu'une personne a un emploi, ce n'est pas l'inclusion sociale à moins qu'il y ait la possibilité de développer des relations dans cet emploi. Relations avec des collègues, de pouvoir participer à la culture de travail, etc. Et par inclusion sociale, on entend aussi l'accès équitable aux ressources et aux services. Donc, nous, le travail qu'on fait dans le domaine de la déficience intellectuelle, c'est avec ce cadre théorique d'inclusion sociale. Et ce que je vais présenter, c'est l'accès au marché du travail. Et Ager va vous parler de l'accès aux technologies. Donc, on va commencer avec la formation professionnelle. Merci. Donc, encore une fois, quelques statistiques par rapport à l'intégration à l'emploi. Les personnes ayant une déficience intellectuelle sont 6 fois plus probables que les personnes sans déficience intellectuelle et présentant un autre handicap de n'avoir jamais travaillé, ce qui est énorme. Et 74 % des personnes ayant une déficience intellectuelle n'ont pas d'emploi. Parmi ceux qui ont des emplois, la majorité sont moins susceptibles d'avoir un emploi compétitif et rémunéré. Donc, la grande partie des personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont un emploi, ce sont les emplois en tant que bénévoles ou à un salaire minimum ou moins. Donc, à l'époque, c'était plutôt les emplois, ce qu'on appelait emplois ségrégés, donc isolés. Et maintenant, la majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle se retrouvent dans des programmes de jour. Donc, c'est même pas en emploi, aucun salaire, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment aussi grande disparité par rapport au taux d'emploi des personnes ayant une déficience intellectuelle? Les recherches démontrent plusieurs facteurs. Au niveau de la personne ayant une déficience intellectuelle, on parle d'une faible estime de soi pour certaines personnes. Étant donné les échecs qu'ils ont vécus dans le passé, beaucoup de difficultés à trouver des emplois pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, donc très peu de possibilités d'emploi. Et au niveau de la formation, il y a très peu de formations disponibles aux personnes ayant une déficience intellectuelle, encore moins aux francophones. Formation inadéquate aussi au niveau des employeurs qui ne savent pas comment travailler avec une personne qui a une déficience intellectuelle. Encore une fois, malheureusement, beaucoup de discrimination envers les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On pense que ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler, qui vont coûter cher en termes de ressources pour l'entreprise et en termes de temps de formation, toujours devoir les superviser, etc., ce qui est faux. Et peur de poursuite qui est assez grande chez les employeurs. Donc, une peur que si on embauche une personne ayant une déficience intellectuelle, qu'on ne sache pas exactement comment la soutenir et qui est un gros scandale, comme on a vu, par exemple, avec Walmart et les autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Québec. Ils ont juste viré complètement toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils les ont repris par la suite. Mais c'est des gros scandales comme ça qui font très peur aux employeurs pour embaucher les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc là, plus spécifique aux francophones, je l'ai dit un peu rapidement, mais il y a très peu de services offerts aux francophones ayant une déficience intellectuelle. Un des travaux que nous on a fait, c'était sur la gouvernance de la DI en Ontario.
Donc, on a vraiment regardé dans toutes les informations qui étaient accessibles au niveau du gouvernement en Ontario. Et dans tous ces documents, ou de tous ces sites web, je devrais dire, ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité des informations pour les francophones, c'était des traductions directes de textes destinés à des anglophones. Et par rapport aux services en tant que tel, il y a juste une agence de services pour les adultes ayant une déficience intellectuelle en Ontario qui offre des services exclusivement en français. Et c'est l'AISO, donc l'Association de l'intégration sociale d'Ottawa. Et cette agence n'apparaît même pas dans la liste d'agences disponibles sur les sites gouvernementaux. Par rapport à la formation professionnelle, il y a juste un programme en Ontario qui existe, qui est francophone pour les adultes ayant une déficience intellectuelle, et c'est le programme ISEC de la Cité, qui est aussi à Ottawa. Plus spécifique encore à la formation professionnelle, nous, un des travaux qu'on avait fait, c'était une recension d'écrit pour comprendre un peu plus les facteurs qui font en sorte qu'une personne puisse mieux s'intégrer à l'emploi, donc les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le mentorat joue une composante très importante. Donc, le fait d'avoir un intervenant, le fait d'avoir un mentor avec la personne ayant une déficience intellectuelle qui l'accompagne, qui lui offre du soutien, dans la formation professionnelle, oui, mais aussi une fois qu'ils ont un emploi. Et graduellement, cette relation, le mentor disparaît, mais c'est pour pouvoir soutenir la personne dans le milieu de travail. Donc, ce qu'on a remarqué comme obstacle, donc oui, il y a beaucoup de bénéfices pour la personne, mais au niveau des employeurs, le nombre de personnes impliquées est énorme. Donc, non seulement on demande aux employeurs d'embaucher une personne qui a une déficience intellectuelle, déjà, il y a beaucoup de réticence à le faire, mais on les demande aussi d'accueillir une deuxième personne qui est le mentor, qui va offrir du soutien à cette personne dans le milieu de travail. Et les employeurs, dans le cadre de notre projet, ne voulaient vraiment pas avoir deux personnes, ils ne comprenaient pas pourquoi cette autre personne était là, c'était quoi le rôle du mentor dans cette relation. Au niveau du milieu de travail, quand il y a des emplois qui sont disponibles aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la majorité sont des emplois de concierge, de nettoyer des tables, etc. Donc, il y a très peu de possibilités pour des emplois à l'extérieur de ça. Et un autre obstacle qui était assez important, c'était d'apprendre à se connaître. Donc, on a le mentor qui est là, qui soutient la personne. On a l'employeur ou le superviseur du milieu de travail qui travaille aussi avec la personne, mais aucune communication entre le mentor et le superviseur. Comme je l'ai déjà dit, un besoin important de clarifier les rôles de chacun, mais de aussi pouvoir collaborer. De ce que nous, on a reçu des employeurs, de rétroaction des employeurs, c'était qu'ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi cette personne-là, qu'elle ne devrait pas être là, parce que c'est le devoir, si on veut, de l'employeur ou du superviseur de prendre en charge l'adulte qui a une déficience intellectuelle. Donc, quand le mentor rentrait sur le terrain pour travailler avec eux, on leur demandait de travailler juste avec les personnes ayant une déficience intellectuelle durant leur pause de travail. Donc, disons que la personne est là pendant 3 heures, il y a peut-être une pause de 15 minutes, le mentor pouvait venir intervenir. Mais sinon, on ne voulait pas qu'il soit sur le milieu du travail. Donc, c'est pas. Oui. Donc, les prochaines étapes, vraiment au milieu de la recherche, ce serait d'explorer cette notion de mentorat. Donc, vraiment comprendre c'est quoi les composantes du mentorat, c'est quoi les composantes de la relation de mentorat dans le milieu de la déficience intellectuelle pour pouvoir vraiment l'utiliser comme outil à l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle au marché de travail. Et, comme je l'ai dit, un besoin énorme de travailler avec les employeurs pour créer plus de postes, mais aussi de les sensibiliser, les éduquer par rapport à comment travailler avec une personne qui a une déficience intellectuelle. Il y a beaucoup de bénéfices de travailler avec eux. Et une des stratégies les plus importantes, si on veut, pour l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle, c'est d'avoir des employeurs qui ont eu des expériences à travailler avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui parlent de leur expérience à d'autres employeurs. Donc, des choses qui rapportent, c'est par exemple au niveau de l'image de l'entreprise. C'est excellent d'embaucher des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Les clients préfèrent aller à des entreprises qui embauchent des personnes qui ont une déficience intellectuelle que les entreprises qui refusent de le faire. Autre bénéfice au niveau de la productivité, les personnes qui ont une déficience intellectuelle prennent très peu de congés et restent longtemps dans le même poste. Donc, un maintien dans l'emploi qui est quand même assez long. Mais c'est des choses que les employeurs, en général, ne savent pas nécessairement et qui, s'ils l'entendaient d'autres employeurs, seraient plus enclins à embaucher des personnes ayant une déficience intellectuelle. Donc ça met fin à la première partie. Je laisse ensuite. Alors, on passe aux technologies. Les personnes... premièrement, on va commencer par vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par technologie de l'information et de la communication. C'est toutes ces technologies qui envahissent notre société, qui sont partout, qui servent à communiquer, présenter, stocker et gérer de l'information. Je ne parle pas de technologie d'assistance,
pour les personnes en situation de handicap. Ces technologies-là, premièrement, en fait, et pour faire le lien avec les travaux de Natacha, actuellement, plus de 80% des offres d'emploi qui existent demandent une connaissance minimale de l'utilisation de ces technologies. Donc déjà, ne pas avoir cette connaissance, vous êtes exclu du marché de travail. Mais ce n'est pas tout. La connaissance des technologies a été reconnue par l'UNESCO dès 2001 comme une compétence du 21e siècle. Actuellement, on vote sur Internet, donc ça devient comme une condition à l'exercice de la citoyenneté. En éducation, c'est promu comme un outil nécessaire, avec beaucoup de potentiel pour améliorer les apprentissages. Bref, c'est plus un choix, c'est plus un luxe, c'est plus un privilège, c'est une nécessité pour tous les individus dans la société, entre autres les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Maintenant, regardons la double exclusion du domaine de la technologie pour ces personnes-là. Premièrement, les personnes avec déficience intellectuelle en général et l'accès aux technologies. Ce qu'on a remarqué de nos travaux, on mène actuellement beaucoup de projets sur l'utilisation des technologies par ces personnes à travers les différents âges. On a trouvé que la majorité de ces personnes ont des attitudes positives, sont enthousiastes, ils veulent utiliser ces technologies. Et même, ils ont les mêmes types d'utilisation typiques. Ils utilisent Facebook, ils utilisent les multimédias, Internet, etc. Mais ce qui arrive, les conclusions auxquelles on arrive, c'est qu'ils utilisent peu ces technologies, ils l'utilisent mal, mais surtout, ils abandonnent. Ils n'arrivent pas à suivre ce rythme faramineux de développement de ces technologies, ni faire affaire au risque de leur utilisation. Les principales causes qu'on a identifiées à travers nos projets, c'est que ces technologies qu'on trouve partout, pratiquement comme dans les rayons des pharmacies, tout le monde peut s'en servir. Ces technologies n'ont pas été développées pour ces personnes. Donc, ils ne tiennent pas compte des caractéristiques et des besoins de ces personnes avec déficience intellectuelle. Donc, il y a un problème d'adaptabilité. Le coût, malgré le fait que le prix de ces technologies est en train de baisser, mais ça reste que la population avec déficience intellectuelle est une population qui a des revenus beaucoup moindres que la moyenne de la population, entre autres parce qu'ils n'accèdent pas au marché de travail d'une manière équitable que les autres individus dans la société. Également, il n'y a pas de soutien adéquat, ni de formation adéquate pour qu'ils utilisent les technologies. Il y a aussi un problème d'accessibilité physique ou sensorielle qui est toujours là, mais ça s'améliore. Mais c'est surtout le problème d'accessibilité cognitive. On dirait que tous les développeurs technologiques s'acharnent à changer de système, ajouter des options. Peut-être pour certains d'entre nous, ça fait notre affaire. Mais ce qui arrive, c'est que ça devient de plus en plus complexe. Disons, j'utilisais Windows 2010 il y a quelques années, puis ils l'ont changé au Windows 2013. J'ai dû réapprendre. Ces personnes ont des problèmes à réapprendre. C'est difficile pour eux d'apprendre, donc c'est ce qui fait qu'elles sont exclues. Du côté de la recherche, il y a beaucoup de beaux projets qui sont en train de développer des technologies et ça grandit de plus en plus, mais il y a peu de recherches qui développent des technologies, qui font de la recherche sur ces personnes-là. Et surtout, ils les excluent, ne sont pas inclus comme participants et surtout, ils ne font pas partie des testeurs ou des utilisateurs pour valider la technologie. Et supposément, la raison principale qu'on cite, c'est que c'est difficile d'impliquer ces personnes dans les projets de recherche et de développement technologique, ce que nous, on assume et on le dit haut et fort. C'est pas impossible, c'est faisable, mais c'est difficile et il y a une manière à faire qu'on doit savoir. Et à part ça, la majorité de ces produits disparaissent après la fin du financement ou du projet. C'est comme on s'est amusé à chercher les noms de certaines technologies dans des recensions d'écrits. On les cherche sur Internet, ils n'existent plus, ils n'ont pas d'existence, il n'y a pas de commercialisation de ces beaux projets qui existent. Et enfin, et très très important, il n'y a aucune réflexion éthique. C'est du pragmatisme. On développe une technologie, on dit « Oh, maintenant, on va voir s'ils sont capables de l'utiliser. »
On ne pense pas à l'invasion de la vie privée. On ne pense pas si c'est vraiment pour le bénéfice de la personne. C'est toujours la technologie devant la personne. Alors, pour les francophones avec déficience intellectuelle, le problème est encore plus accentué parce qu'on a très peu de technologies en français, à moins d'aller outre-mer ou peut-être le Québec. Ils ont de la chance de se concentrer là-dessus. Le soutien technique et la formation en français aussi ne sont pas toujours là. Et même s'il y a un effort pour traduire, c'est une traduction littérale et pas une adaptation culturelle, et surtout pas une adaptation à leurs besoins. Donc, voici pour nous, conclusion, l'effet domino de l'exclusion technologique qui affecte l'exclusion du marché du travail, qui affecte l'inclusion sociale. Voilà, merci. Donc, on aura la chance, comme je vous ai dit, de poser des questions à la fin. On va réentendre Agère. Elle a une deuxième, parce qu'elle aime tellement présenter, elle a une deuxième communication à nous présenter. Un regard critique sur la relation entre les technologies et le handicap. Place à l'expert. OK, vous allez être tanné de me voir aujourd'hui, c'est pas mon choix. Je croyais que j'aurais 2 présentations dans 2 séances différentes. Bon, maintenant, je vais avoir la chance de vous expliquer la partie qui m'intéresse le plus, c'est la réflexion éthique autour de l'utilisation de ces technologies. Voilà. Les technologies, tout nouveau, tout beau, c'est pas vrai. C'est vrai, on n'est pas là pour nier leur potentiel. Le potentiel, il est énorme. Il est là, il a été prouvé par des recherches. Sauf que, entre autres, là, ça passe trop vite, on va rester ici, juste pour vous dire. Là, compte tenu de ce grand potentiel, on s'est attaqué dans l'un de nos projets à la problématique de l'utilisation des médicaments par les personnes qui ont déficience intellectuelle. À travers 2 projets qu'on a faits au préalable, on s'est rendu compte que cette population consomme énormément de médicaments. Les professionnels de santé qui les prescrivent ne communiquent pas. La majorité du temps, ils ont des médicaments qui se contredisent avec des effets secondaires. Et bien sûr, il y a un problème de gestion de médicaments. C'est vrai, les technologies peuvent faire quelque chose. Alors, on est allé voir pratiquement, disons, une recension assez exhaustive des technologies de gestion de médicaments qui existent et que ces personnes peuvent utiliser éventuellement. On s'est rendu compte que si on trouve une technologie qui est facile à utiliser, elle est infantilisante. Si elle n'est pas infantilisante et facile à utiliser, elle est inaccessible, dans le sens son coût il est faramineux, ou bien elle n'existe tout simplement que dans des sites bien spécialisés, il faut une recommandation, une référence, etc. pour l'avoir. Bref, c'était un véritable dilemme. Alors, on a déposé une demande de subvention pour développer une technologie qui va aider ces personnes, je ne parle pas de leurs aidants, ces personnes avec déficience intellectuelle à gérer leurs médicaments. Une application qui répond à leurs besoins, qui peut être utilisable par ces personnes. Mais en même temps, on s'est dit, ce serait bien d'évaluer et d'étudier du début du projet de développement jusqu'à la fin tous les problèmes éthiques qui affectent ou qui peuvent intervenir dans le développement de cette technologie. Alors, pour faire, on a une énorme équipe de développeurs technologiques, des chercheurs des différents milieux, des professionnels de santé, mais aussi des participants avec déficience intellectuelle. On a eu 5 à 6 participants qui ont participé à 6 groupes de discussion, du début du projet jusqu'à la fin. Et on a eu aussi leurs aidants pour corroborer, y avoir d'autres informations. Et on développait la technologie, on l'a menée vers ces personnes, et l'a testée, on obtenait leur rétroaction, on l'a menée aux développeurs technologiques, on la change, on la rapporte, ils l'essayent, ils donnent leur rétroaction, on la rapporte. Donc, c'était notre manière de les impliquer dans le projet. Bientôt, la technologie, elle va être commercialisée, ça c'est la bonne nouvelle. Mais on s'est rendu compte, là je vais vous parler vraiment des conclusions de la partie recherche sur les problèmes ou notre analyse éthique de ce qu'on a vu.
On s'est basé sur les principes de l'éthique biomédicale. Le premier principe, c'est la bienfaisance. Donc, il faut s'assurer que la technologie a une valeur ajoutée. Et ce n'est pas pour n'importe qui. Une technologie, elle doit servir la personne en premier lieu. Mais ce qui arrive, on s'est rendu compte que généralement, les technologies sont développées pour servir le bien-être de quelqu'un d'autre. Les aidants, ou la majorité du temps, les développeurs technologiques qui pensent que la commercialisation et le profit, donc beaucoup d'éléments sont écartés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre principe, c'est la justice. La justice, c'est-à-dire la distribution équitable des risques et des bénéfices, mais surtout en termes d'accessibilité. Le majeur obstacle qu'on a trouvé ici, c'était vraiment les coûts. Ces technologies qui sont non stigmatisantes, mais qui sont assez inclusives et qui, la majorité, on peut les adapter, malheureusement, elles sont chères et difficiles à acquérir pour ces personnes. Et on a fait même une analyse des programmes qui les financent, programmes gouvernementaux et à travers les organismes de charité. On s'est rendu compte que ces technologies-là ne sont pas la majorité couvertes parce que tout simplement, elles ne sont pas reconnues comme technologies d'assistance. Ce n'est pas un fauteuil roulant, malgré le fait qu'ils servent comme des prothèses cognitives. Et c'est ça leur handicap, c'est au niveau du traitement de l'information. Et ces technologies les aident à traiter, à gérer ces informations. Mais non, pour le moment, on n'est pas à ce stade, donc elles ne sont pas couvertes. Également pour le respect de l'autonomie. Au niveau du respect de l'autonomie, c'est le respect des capacités de la personne, ses besoins. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'opportunités pour apprendre à utiliser les technologies. C'est vrai, au niveau de l'éducation, genre primaire, début secondaire, ces personnes ont plus d'opportunités pour apprendre à utiliser les technologies. Mais une fois rendues dans l'âge adulte, et surtout quand on ne travaille pas, donc il n'y a pas peut-être un accès à ces technologies à travers le travail, il n'y a aucun soutien, aucune formation, aucune opportunité qui s'offre à eux pour utiliser correctement, convenablement ces technologies. Mais surtout, le problème de la complexité. Ces technologies se développent, se complexifient, plus d'options, il n'y a pas de stabilité de n'importe quel ordre. Un des exemples qui m'a toujours fait rire, l'ordinateur au début. Quand j'ai commencé ma thèse, je donnais toujours ces exemples à mes étudiants. Je leur dis, pour ouvrir l'ordinateur, je dois appuyer sur un bouton. Mais pour le fermer, à l'époque, j'avais dans le menu démarrer. Je dois appuyer sur démarrer pour fermer l'ordinateur. Premièrement, ce n'est pas la même manière. Normalement, on doit l'ouvrir et le fermer à travers le même bouton. Mais surtout, les développeurs technologiques, le développement technologique en général, le mot d'ordre, c'est intelligence. Les personnes qui ont des déficience intellectuelle, le mot qui manque, c'est vraiment l'intelligence, c'est tout ce qui tourne avec. Et ce sont deux mondes, deux solitudes qui ne se parlent pas. Et voilà, entre autres, la roulée. Alors, le dernier problème ou éthique, et il est énorme, c'est le problème de non-malfaisance. Ça veut dire, c'est vrai que ces technologies, elles peuvent avoir des bénéfices, mais la majorité des cas, on ne regarde pas les risques qui sont associés. Des adultes qui circulent avec des bracelets parce que leurs aidants naturels, leur maman, leur papa, ils veulent savoir où est-ce qu'elles sont en tout temps. C'est qui veut qu'on le voie ou qu'on le surveille à longueur de journée? Des vidéos caméras dans les salles de bain. Ce sont des exemples concrets, là. Je ne suis pas en train de les inventer. Et c'est incroyable. En tout cas, le commissaire à la vie privée du Canada, heureusement pour nous, il s'est rendu compte, il vient de sortir un document d'orientation qui va être mis en œuvre le 1er juillet. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout neuf. Il s'est dit noir sur blanc. Rien ne peut porter davantage atteinte à la vie privée que d'être suivi à la trace. Mais on est suivi à la trace. Et surtout, ces personnes, elles ne se rendent pas compte. Peut-être nous, comme quand on utilise Facebook, on est un peu conscient
de ces risques. Mais ces personnes, non. On a essayé, en tout cas dans le cadre de notre projet, on leur a posé des questions sur leur pratique. Comment ils agissaient s'ils rencontraient quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas? Est-ce qu'ils partageaient avec lui des informations? Et ils avaient tous la même réponse. Non, on ne parle pas aux étrangers. Non, on ne donne pas notre numéro de téléphone à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'était vrai pour les rencontres face à face et au téléphone. Mais dès qu'on leur a présenté un site Internet avec une belle pancarte, entrez votre adresse et votre numéro de téléphone pour gagner un iPad. Tout le monde a dit oui. Donc vous voyez, toutes ces connaissances et toute cette connaissance au niveau du respect de la vie privée et comment la protéger au niveau réel ne peut pas être transférée au niveau virtuel. Le niveau virtuel est très trompeur et ces personnes ont de la difficulté, ils ne sont pas formés pour faire ce transfert. Et les aidants, au lieu d'encourager et de les former à ça, la majorité, ils les protègent. Et comment on les protège? On les éloigne de l'utilisation de ces technologies. Donc, c'est moins d'utilisation. Bref, la conclusion, derrière, c'est tout. C'est ça. C'est juste pour dire que les technologies, ça va vite. C'est un train extraordinaire, ça peut mener loin. Mais il faut faire attention parce qu'un train peut cacher un autre. Il ne faut pas être aveuglé ni emporté par un empirisme enthousiaste. Il faut toujours aussi peser le pour et le contre pour que ces personnes vraiment profitent de ces technologies qui ont un énorme potentiel. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à remercier à la fois les organisatrices et le président de cette séance pour cette opportunité de parler ici de mon sujet de recherche. Alors, du coup, moi, je vais ça va faire un peu la continuité avec ce qu'on a entendu avant, où je vais aussi parler un peu de double exclusion, ou en tout cas de cumulativité dans l'exclusion. Et moi, je vais vous parler du dispositif Un chez soi d'abord, et plus particulièrement des pratiques professionnelles au sein de ce dispositif. Alors l'idée, c'est que je ne m'étende pas trop sur la description et le fonctionnement de ce dispositif. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on en discute ensuite. Donc rapidement, le programme Un chez soi d'abord, c'est une mise en œuvre du modèle de Housing First, de logement d'abord, mais la traduction française est un peu problématique. Ça a aussi été mis en œuvre au Canada, donc peut-être que les Canadiens et Canadiennes connaissent aussi. Donc l'objectif de ce modèle, c'est de permettre l'accès et le maintien dans un logement personnel et ordinaire à des personnes qui ont à la fois connu une longue période de sans-abrisme, c'est-à-dire qui ont vécu à la rue ou dans des centres d'hébergement et d'insertion, d'urgence et d'insertion, et qui sont diagnostiqués avec un ou des troubles psychiatriques sévères. En l'occurrence, ici, il s'agit de schizophrénie ou de bipolarité. Alors, depuis 2011, dans 4 villes françaises, Paris, Lille, Marseille et Toulouse, et bientôt dans plus de villes en France, des personnes ont intégré ce programme et elles ont accédé rapidement à un logement ordinaire en adéquation avec leur choix. Alors du coup, c'est généralement des studios ou des petits appartements avec des faibles loyers. Une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, infirmiers et infirmières, travailleurs et travailleuses sociales, et de médiatrices et médiateurs en santé pair, qu'on appelle aussi père aidant ou travailleurs pairs, les accompagnent. Donc, les locataires sont ainsi accompagnés au quotidien dans les démarches administratives, dans l'accès aux droits et aux soins, sans pour autant, et ça c'est vraiment la particularité du programme, du coup ils ne sont pas contraints à un suivi psychiatrique ou à une abstinence en cas d'addiction. Donc l'accès au logement et le maintien dans le logement sont donc dans ce programme-là des outils pour l'accompagnement et non plus une finalité de cet accompagnement. C'est vraiment ça rompt avec le système traditionnel qu'on dit en escalier, qui repose en fait en partie sur le mérite et qui est généralisé en tout cas en France. Donc, dans le cadre de ma thèse de sociologie,
je cherche à produire une ethnographie de l'action publique en observant la mise en œuvre du programme Un chez soi d'abord, en France. Pour cela, j'ai mené une enquête par observation participante sur l'un des sites, qu'à Marseille, pour voir un peu plus le soleil, où j'ai accompagné régulièrement durant 1 an et demi les membres de l'équipe dans leur activité professionnelle quotidienne. C'est-à-dire que je participais aux réunions du matin, aux réunions hebdomadaires qui sont plutôt institutionnelles, et je faisais les accompagnements en binôme dans les visites à domicile ou à l'hôpital ou ailleurs où était la personne en gros. Je précise, c'était en binôme. Tous les accompagnements se font en binôme. Donc moi, j'étais intégrée avec un professionnel, on formait tous les deux un binôme. Donc j'avais pas vraiment cette position qui peut être de stagiaire en étant une 3e personne. Du coup, j'étais vraiment immergée dans l'équipe et au sein des pratiques professionnelles. Alors maintenant, je vais vous avouer quelque chose, c'est que lorsque un de mes collègues m'a envoyé l'appel à contribution pour ce colloque, j'ai pas fait tout de suite le lien entre le dispositif Un chez soi d'abord et le handicap psychique. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il m'envoie ça quand même. Et puis bon, j'ai mariné un petit peu, et puis à un moment donné, j'ai réalisé que quand même, la majorité des locataires, ils perçoivent l'allocation adulte handicapé. Je vais parler d'AH. Et là, du coup, je me suis dit, alors, j'en ai jamais entendu parler du handicap psychique, mais ils touchent quasiment tous l'AH. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Et lorsqu'en septembre dernier, la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, Madame Catalia Devandas Aguilar, est venue visiter le dispositif, qu'elle a ensuite salué dans ses observations préliminaires, aucun membre n'a relevé l'articulation avec la notion de handicap. Alors, en faisant le lien avec le critère de troubles psychiatriques sévères pour entrer dans le programme, il semblerait ainsi que le public cible soit des personnes en situation de handicap psychique. En effet, le programme est présenté comme innovant pour les droits des personnes avec un handicap psychosocial par la rapporteuse de l'ONU. La majorité des personnes bénéficient de l'allocation adulte handicapé et près d'un quart sont sous mesure de protection juridique. Et pourtant, sur mon terrain d'enquête à Marseille, la notion de handicap psychique est invisible dans le discours des professionnels et des locataires. Alors, je fais ici l'hypothèse que la notion de handicap psychique est invisibilisée au sein des pratiques professionnelles de l'équipe Un chez soi d'abord par 2 facteurs cumulatifs. L'orientation rétablissement de ces pratiques et la précarité du public. Donc pour cela, je vais d'abord revenir rapidement sur la dimension déficitaire du handicap psychique pour présenter la dimension capacitaire en lien avec la philosophie du rétablissement. Puis, je montrerai de quelle manière l'activité professionnelle s'articule à la reconnaissance médico-administrative du statut d'handicapé psychique, pour finir par relever quand même une tension qui émerge dans cette définition du public entre la dimension capacitaire et celle de malade mental. Alors, en France, l'approche développée concernant la question du handicap psychique est liée à la reconnaissance de vulnérabilité. On parle d'approche statutaire, où les individus sont protégés à travers la stabilisation de leur statut. Depuis 2005, on en a entendu parler ce matin, la notion de handicap psychique est présente dans la loi. En parlant de fonction psychique altérée, le statut de malade tend à être dépassé pour reconnaître à la personne le statut de personne handicapée. Et par conséquent, la reconnaissance d'un droit à compensation des conséquences de ce handicap. Cette conception du handicap repose donc plutôt sur une dimension déficitaire de la situation de la personne. Au sein du programme Un chez soi d'abord, les professionnels ne parlent pas de handicap psychique, car ils et elles mobilisent le concept de rétablissement. En anglais, c'est recovery. Encore une traduction un peu aléatoire. En effet, le modèle de Housing First se fonde sur des expérimentations anglo-saxonnes et le programme en France, en plus, s'inspire clairement du vaste projet canadien At Home, Un chez soi. Et la philosophie du rétablissement est clairement revendiquée dans les pratiques. Elle se fonde en partie dans une critique de la conception institutionnelle de la maladie mentale qui réduit la personne à des symptômes et à un diagnostic,
critique donc de cette connotation péjorative de la maladie. La définition du rétablissement, elle a quand même des contours flous, parce qu'il peut s'agir tout autant d'une philosophie, de pratique que d'outils. Mais globalement, le concept se rallie à une expérience subjective et le lexique repose sur les capacités, les forces et les compétences. Au sein du programme Un chez soi d'abord, il s'agit pour les professionnels de reconnaître les compétences des personnes et de les accompagner à partir de leurs choix, en respectant leur rythme dans les prises de décision et surtout en mobilisant l'espoir. Par ailleurs, la présence de médiateurs et médiatrices santé-pairs joue un rôle important dans cette dimension capacitaire caractérisant le rétablissement. Les équipes disent par ailleurs ne pas pouvoir faire du rétablissement sans la présence de ces médiateurs et médiatrices santé-pairs. Donc, les pratiques professionnelles de l'équipe Un chez soi d'abord sont dites orientées rétablissement. Et bien qu'elles reposent sur l'espoir, cette notion d'espoir, elles s'articulent aussi à un principe de réalité, c'est-à-dire la grande précarité économique de locataires. Je rappelle qu'il s'agit de cibler des personnes qui ont une longue période de vie à la rue. Et donc pour cela, la reconnaissance médico-administrative du statut d'handicapé psychique prend une part importante dans l'activité d'accompagnement. Alors on va voir comment. D'abord avec la demande et le renouvellement de l'allocation adulte handicapé, qui est donc une prestation financière liée à la reconnaissance du statut de personne handicapée, qui vient compenser l'absence totale ou partielle d'activité professionnelle en raison du handicap. C'est une des aides sociales les plus importantes, qui donne quand même un maximum de 819 €. On est loin du SMIC, mais c'est mieux que le RSA. Et là maintenant, je vais m'appuyer sur un extrait de mes observations ethnographiques pour qu'on puisse saisir le rôle de cette aide dans les pratiques professionnelles. Alors, Audrey est entrée dans le programme en avril 2017. Sur son dossier d'inclusion, à la mention « Avoir un document médical notifiant l'existence d'une pathologie mentale sévère », elle a rayé la mention « pathologie mentale » pour écrire « problèmes moraux ». Les professionnels qui l'orientent dans le programme expliquent qu'elle nie complètement l'existence d'une maladie mentale. Au départ, elle refuse d'ailleurs de parler au psychiatre de l'équipe. Audrey est dans une très grande précarité financière. Elle a moins de 25 ans. Et en France, dans sa situation, elle ne peut bénéficier d'aucune autre aide sociale que l'AAH. Durant plusieurs mois, les professionnels lui ont parlé de l'AAH et lui présentent comme une opportunité financière pour être plus stable. Le médiateur santé-père lui en a parlé en déstigmatisant la situation. Lui aussi, il touche l'AAH. Dans ce contexte, l'équipe travaille à la reconnaissance d'une situation qui permettrait d'accéder à cette ressource financière tout en soulignant les capacités d'Audrey. Audrey a son appartement, mais comme elle est sans ressources, elle s'endette au fil des mois. Actuellement, elle a 2146 € de dette. Alors, lorsqu'en mars dernier, elle s'est rendue toute seule à l'hôpital psychiatrique pour un mal de ventre, il y a eu une sorte d'excitation chez les professionnels qui ont vu là une fenêtre d'ouverture pour faire la demande d'AAH. Alors cet exemple, il montre que l'accès à l'AAH, c'est un outil important pour les professionnels dans leur accompagnement au quotidien dans le logement, car il vient en fait, en partie en tout cas, répondre aux problématiques financières des locataires qui sont majoritairement en grande précarité économique. D'ailleurs, les ratés de renouvellement sont aussi des fautes professionnelles qui mettent l'équipe dans l'embarras en même temps que le bénéficiaire qui peut alors faire face à des dettes. L'activité professionnelle liée à la reconnaissance du statut médico-administratif s'articule également avec les responsables des diverses mesures de protection juridique. La mesure d'accompagnement suivi et personnalisé, curatelle et tutelle. C'est des gradations. D'une part, sur la mise en place de ces mesures, en gros pour délocaliser la gestion administrative et dans l'idée de permettre aux personnes de garder, épargner, mieux gérer leur argent. Cela commence généralement par la mise en place de la mesure d'accompagnement suivie et personnalisée, car elle est non contraignante et donc plus facilement acceptée par les personnes pour ensuite glisser vers une curatelle ou une tutelle.
Cette activité est toujours liée à la précarité financière des personnes. D'autre part, elle s'inscrit dans une forme de plaidoyer pour les droits des personnes, généralement concernant les mesures juridiques déjà mises en place. Dans le cas des tutelles, qui sont très contraignantes, qui restreignent généralement aussi l'accès à l'argent et maintiennent les personnes dans une grande précarité, les professionnels vont alors plaider la cause des locataires. Par exemple, à Marseille, donc là c'est vraiment un cas isolé, l'autre extrême, un des locataires, suite à un héritage, a une somme très très importante sur son compte en banque. On parle de plus de 100 000 €. Mais il est sous tutelle, et sa tutelle restreint son accès à cet argent-là. Du coup, ce monsieur, il avait des dettes au restaurant où il emmène sa compagne tous les dimanches, parce qu'il n'avait pas assez d'argent donné par la tutelle pour payer le restaurant. Là, les professionnels, ils sont intervenus pour plaider un versement financier plus important lui permettant ses dépenses. Dans ces cas-là, l'équipe, elle fait alors l'interface ou l'intermédiaire dans les demandes budgétaires et se présente aussi comme défenseur de la personne. Cette reconnaissance médico-administrative, elle prend ainsi place d'une part comme moyen de pallier à la grande précarité financière des locataires et dans un plaidoyer pour la reconnaissance de leurs droits et de leurs choix auprès des mandataires de mesures de protection juridique. Mais cette dimension capacitaire dans les pratiques professionnelles orientées rétablissement trouve quand même ses limites dans certaines situations. Car parfois, au-delà du respect du choix des personnes et de leur temporalité, de la promotion de leur empowerment, des tensions émergent dans la définition de ce public. Lorsque les professionnels sont amenés à faire des choix en raison du principe de réalité, la conception positive des personnes est dépassée et la coordinatrice de l'équipe n'hésite pas à rappeler, parfois vindicativement, qu'il s'agit avant tout de malades mentaux. L'usage de cette catégorie vient alors justifier des pratiques professionnelles où l'équipe va choisir à la place de la personne, faire des démarches administratives à sa place, joindre son médecin sans la prévenir à l'avance, entrer dans son appartement. D'ailleurs, cette identité de malade mental est aussi parfois rappelée par les locataires. Je vais vous lire à nouveau un extrait d'observation. Que Véronique, une locataire présente depuis plusieurs années dans le programme, arrive dans les bureaux. Elle parle à Rémi, le médiateur santé-père, d'un épisode devant l'hôpital où elle est tombée inconsciente car elle fait de l'hypertension. Elle demande à Daphné, interne en psychiatrie, qui est assise en face d'elle. « Tu es la doctoresse ? Tu peux me faire une ordonnance ?» Elle explique qu'elle est partie de l'hôpital car ils ne m'ont pas soignée, alors je suis partie. Daphné réplique qu'en effet, si tu es sortie comme ça, c'est normal que tu n'aies pas d'ordonnance. Véronique commence à insister pour avoir du Séresta ou du Sérestan et de l'hypotenseur. Elle répète à plusieurs reprises que c'est ce qui a tué son père, ce qui a tué sa tante et que c'est une maladie assassine. Lorsque Daphné refuse un peu plus fermement de faire la prescription et lui conseille d'aller voir son médecin traitant, Véronique lui réplique sur un ton vindicatif, car elle aussi elle sait être vindicative, qu'ici c'est pour des malades psychiatriques, tu n'appartiens pas ici. Sous-entendu, si elle ne lui prescrit pas de médicaments, elle n'a pas à faire partie de cette équipe. Après quelques minutes de discussion, Daphné conclut qu'elle n'a pas d'hypotenseur, mais qu'elle va voir si elle a du Séresta. Elle revient quelques instants plus tard en disant « Je n'ai pas de Séresta, mais j'ai du Valium, ça fera l'affaire ». On voit ici comment Véronique mobilise la catégorie de malade mental pour rappeler à l'ordre Daphné, interne en psychiatrie dans ses pratiques professionnelles. Véronique aurait pu rester à l'hôpital, elle aurait pu aller chez son médecin traitant, mais c'est au sein de l'équipe Un Chez Soi d'abord qu'elle vient chercher le soin. En effet, même si ce n'est pas dans leur mission, prescrire et effectuer un suivi médical, Véronique parvient à ce que Daphné décale son cadre d'action du cadre d'exercice initial pour avoir un médicament en raison de sa maladie mentale. Et du coup, je vais conclure très rapidement parce que j'avais calibré sur les 15 minutes. Ainsi, les pratiques professionnelles du Un Chez Soi d'abord rencontrent la notion de handicap psychique en mobilisant la reconnaissance médico-administrative du statut de handicapé, que cela soit pour l'allocation adulte handicapé ou concernant les mesures de protection. Cette reconnaissance s'inscrit dans le champ plus large du rétablissement, où elle devient un outil pour lutter contre la grande précarité économique des locataires et participe à leur empowerment. Mais cette conception positive trouve aussi ses limites, où les locataires sont redéfinis comme des malades mentaux, justifiant alors un
certaines actions des professionnels. En fait, la dimension du handicap psychique, elle se trouve invisibilisée par la cumulativité des problématiques des personnes accompagnées, grande précarité et troubles de santé mentale notamment, et l'approche par le rétablissement dans les pratiques professionnelles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici à 16 heures en fin de journée. On a passé une longue journée, mais j'espère vous divertir avec ma présentation. J'aimerais ajouter qu'avant d'être professeure de psychologie, j'étais clinicienne en autisme pour le programme d'autisme à Saint-Amand ici. Et puis, pendant ces années-là, j'étais une des quelques cliniciennes bilingues. Et évidemment, il y avait très peu de ressources à notre disposition. Il y avait beaucoup que je devais créer moi-même en termes de ressources que je voulais utiliser dans nos programmes ou pour les familles. Et donc, quand l'occasion s'est présentée de participer au développement d'une ressource d'intervention en matière d'autisme, j'étais très excitée parce que je vois qu'il y a un besoin. Et je pense qu'on l'a vu ce matin aussi quand on a parlé justement du manque d'accessibilité, etc. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que ça va? Je peux projeter. Ça va. Avant de poursuivre, j'aimerais par contre souligner quelques partenariats et contributions très importantes et sans lesquelles ce projet n'aurait pas lieu. Alors, premièrement, j'aimerais remercier l'Université de Saint-Boniface, la Winnipeg Foundation et Francophone qui ont contribué financièrement au projet. J'aimerais aussi remercier Saint-Amand et la Société de la francophonie manitobaine qui ont beaucoup appuyé le projet et qui vont contribuer au développement de certaines étapes. Alors, au niveau du projet, j'aimerais premièrement vous donner un petit aperçu. Si vous voulez, j'ai divisé le tout en deux grandes étapes. Alors, premièrement, il y a l'élaboration et l'implantation de la version française de la plateforme d'enseignement en ligne Simple Steps Online Teaching Platform for the Treatment of Autism. Et la deuxième grande étape est l'évaluation de cette nouvelle plateforme par la communauté francophone du Manitoba. Alors, effectivement, cette ressource existe déjà. Alors, ce programme Simple Steps existe déjà en multiples langues et on va voir ça sous peu. Mais par contre, la version française n'existe pas encore. Alors, voilà pourquoi on m'a contacté pour voir s'il y aurait un intérêt. Et la réponse, évidemment, était oui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais peut-être vous donner un petit peu plus de contexte au niveau des troubles du spectre de l'autisme, parce qu'évidemment, c'est une thématique très importante ici. Alors, quand on parle du trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble développemental grave et chronique, généralement identifié entre 18 et 36 mois. Selon le DSM-5, le diagnostic comprend deux grandes catégories, si vous voulez, de caractéristiques. Alors, premièrement, une déficience en communication et interaction sociale. Alors, quand on parle interaction sociale ou les déficiences à ce niveau, on peut parler d'altérations marquées au niveau du contact visuel, au niveau de l'expression faciale, par exemple. Au niveau de la communication, souvent, on peut remarquer un retard ou même l'absence complète de langage. Alors, il y a certainement des difficultés à ce niveau. L'autre grande catégorie est relative aux activités, aux intérêts et aux comportements qui se retrouvent souvent répétitifs et restreints ou stéréotypés, serait un autre terme qui est utilisé. Alors, juste pour vous donner une couple d'exemples, on peut parler de maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs comme le battement des mains. C'est une des caractéristiques peut-être plus observables, mais aussi des préoccupations persistantes pour certaines parties des objets. Alors, par exemple, au lieu d'avoir une préoccupation avec la petite voiture en entier, comment on joue avec la voiture, c'est en fait une préoccupation avec la roue de la voiture et peut-être comment la roue tourne. La prévalence actuelle de l'autisme est estimée à 1 cas sur 68 enfants, mais par contre, les recherches démontrent que le taux de diagnostic ne cesse d'augmenter. Et donc, il y a une croissance significative au niveau des besoins en matière de services et mesures de soutien. Alors,
le programme Simple Steps est axé sur l'analyse appliquée du comportement comme traitement ou comme intervention pour l'autisme. Alors, de ce fait, je voulais vous parler un petit peu plus de l'analyse appliquée du comportement. On peut parler donc de l'application de principes et méthodes de la science du comportement. Alors, pensez par exemple à John B. Watson et le behaviorisme. Pensez à Ivan Pavlov et le conditionnement classique, ou B.F. Skinner et le conditionnement opérant. Alors, on parle de renforcement, punition, généralisation, façonnement. Alors, ce sont tous des principes, des méthodes qui sont utilisées dans cette approche et qui visent généralement, si vous voulez, deux choses au niveau du comportement, ou deux changements. Alors, la première, c'est l'enseignement de comportements désirables et appropriés. Alors, je vous ai offert quelques exemples ici, parler, écrire, suivre les instructions et directives, mais évidemment, ça pourrait être n'importe quel comportement désirable qu'on cherche à améliorer ou enseigner. De l'autre côté de la médaille, on veut réduire les comportements indésirables et problématiques. Alors, quelques exemples ici. Les comportements d'automutilation qui peuvent souvent être observés chez les enfants atteints d'autisme, alors un enfant qui se blesse soi-même, des difficultés à suivre les instructions et les directives, et aussi des comportements d'échappement ou d'évitement. Alors, évidemment, ces comportements indésirables ou problématiques occasionne un dysfonctionnement, si vous voulez, quand ça vient aux routines ou quand ça vient au quotidien, s'il est important pour cet enfant de suivre une certaine routine ou de participer à l'école ou dans les routines familiales. Alors, voilà pourquoi il est important de chercher à réduire ou éliminer les comportements indésirables pour pouvoir justement enseigner les comportements appropriés et plus fonctionnels. Alors, l'intervention comportementale intensive précoce, axée sur les principes et procédures de l'AAC, est reconnue comme une pratique exemplaire dans le traitement des TSA. Donc, qu'est-ce que Simple Steps? Alors, c'est un programme d'auto-assistance offrant une formation par étapes en ligne qui aide à comprendre le diagnostic de l'autisme et la science de l'AAC. Alors, toutes ces techniques que je viens de mentionner au niveau du renforcement, la généralisation, l'imitation, alors, tous ces principes et ces techniques-là sont illustrés dans le programme. Le programme a été conçu pour les parents ayant un enfant atteint d'un TSA, pour les professionnels œuvrant auprès d'enfants atteints d'un TSA et leur famille, mais aussi pour les étudiants universitaires ou même des stagiaires qui font partie d'une formation, qui recherchent une formation en analyse appliquée du comportement. Au niveau du contenu, il est très varié. Alors, nous avons des entrevues réalisées avec des parents et professionnels. Et justement, je vais vous montrer un des témoignages qui fait partie du programme. Il y a des animations et vidéos explicatives pour essayer de démontrer justement certaines des techniques, des guides techniques, un glossaire, des liens à d'autres ressources et de la documentation écrite qui peut être imprimée. Alors, au lieu de réinventer la roue, si vous voulez, les ressources, les matériaux sont disponibles ou vont être disponibles en français et les parents, les professionnels, les étudiants peuvent les imprimer, les afficher dans la maison ou peu importe, mais les utiliser dans leur programmation. Alors, vous avez le lien ici, simplestepsautism.com. Et je voulais juste vous donner un aperçu de la première page. Alors, j'espère que ça va se faire rapidement. Alors, voici le site. Je voulais juste vous donner un genre de visuel. Alors, vous voyez qu'il y a toutes sortes d'informations très accessibles au niveau du programme comme tel, ce qu'est l'autisme. Évidemment, ça, c'est la version anglaise. La version française est encore en cours de développement. Mais juste pour vous donner une idée. Alors, les informations pour les parents, pour les professionnels. Vous allez remarquer qu'il y a un petit icône qui dit « Purchase Now ». Alors, effectivement, il y a un frais d'inscription associé au site. Pour environ 50 $ canadiens, l'individu qui veut avoir un abonnement peut recevoir un abonnement à vie. Et les frais sont utilisés, je vais parler un peu de l'organisation dans un instant, mais les frais sont utilisés pour les frais de service web, pour renouveler, toujours mettre les informations à jour, mais aussi pour promouvoir le programme et aider les communautés qui ont peu de ressources à leur disposition.
Alors, Simple Steps, le programme a été créé en 2007 par des parents et professionnels de l'Irlande du Nord se spécialisant en TSA et en AAC, l'analyse appliquée du comportement. Alors, ces parents et professionnels faisaient en fait partie de l'organisation charitable nommée Parents Education as Autism Therapists. Alors, c'est un groupe de parents et de professionnels qui se sont mis ensemble pour développer une ressource qui serait disponible pour les familles parce qu'il y avait très peu à leur disposition, comme va l'indiquer en fait, ou comme vous allez l'entendre dans le témoignage. Depuis, multiples pays ont retrouvé le programme et ont voulu le traduire dans leur propre langue pour le rendre disponible pour leur communauté. Mais le programme n'est pas encore disponible en français, d'où vient l'inspiration pour ce projet. Alors, depuis, en 2013, une évaluation de Simple Steps a été effectuée auprès de parents, professionnels et étudiants de l'Irlande, des États-Unis et de l'Italie. Alors, l'objectif de cette évaluation, qui a été menée par la National University of Ireland et l'Irish Center for Autism and Neurodevelopmental Research, c'était de recevoir des rétroactions de la part de ces personnes, alors parents, professionnels et étudiants, quant à l'efficacité du programme, la facilité d'utilisation, etc. Alors, vraiment, je vous donne un petit résumé des résultats. Mais pour commencer, alors 81% des parents ont indiqué qu'ils recommanderaient Simple Steps à d'autres parents, notant entre autres qu'ils ont trouvé très motivant l'accès à des ressources pratiques, de l'information sur l'AAC et des renseignements fournis par des professionnels spécialisés en AAC. Alors, surtout en Irlande, ça, c'était un gros problème. Il y avait peu de spécialistes. Alors, tout d'un coup, d'avoir cette ressource à leur disposition, où il y a des spécialistes qui parlent de l'AAC, qui démontrent certaines techniques, ils avaient trouvé ça très efficace. Pour les professionnels, alors, ils ont tous affirmé que Simple Steps était un outil très valable pour la formation du personnel et 72% ont approuvé la recommandation du programme aux parents et à d'autres professionnels. Et finalement, 78% des étudiants ont fortement considéré que le programme constitue une importante ressource en ligne. Et dans l'ensemble, ils ont trouvé que Simple Steps était un exemple innovateur d'enseignement de l'AAC et de ses principaux concepts. Et voilà ce qui a vraiment en partie motivé le développement de ce projet. Parce que même nous ici, nous avons un programme d'autisme disponible en français et en anglais. Alors, les services sont bilingues, mais par contre, il y a moins de cliniciens qui parlent le français et donc, les listes d'attente ne cessent d'augmenter. Alors, malgré le fait que oui, il y a des ressources qui sont disponibles, il y en a peu. Alors, voilà pourquoi il est important de trouver des solutions innovatrices et accessibles. Alors, je vais vous montrer le témoignage et ça vous donne juste une petite idée de ce qu'on peut retrouver. Mon fils a commencé à marcher à 18 mois. Il ne semblait pas intéressé à ce que je joue avec lui. Il voulait juste rester tout seul. Je l'ai amené chez le médecin à 18 mois parce qu'il ne parlait pas encore. Il m'a dit que certains enfants apprennent plus lentement que d'autres. Avec le temps, j'ai consulté différents pédiatres et autres médecins de diverses spécialités qui ne pouvaient me conseiller sur des mesures d'aide concrètes. Alors j'ai décidé de ne compter que sur moi-même. Avec les années, je me culpabilisais beaucoup. Je me disais que j'étais vraiment une mauvaise mère. J'ai commencé à penser que s'il y avait seulement lui et son frère avec leur père, il irait mieux qu'avec moi, parce que je leur nuisais. Personne d'autre ne m'a offert d'aide pratique, alors j'ai décidé d'essayer l'AAC pendant au moins 6 mois pour voir comment ça se passerait. Je voulais aider mon fils et je voulais qu'il sache qui j'étais. Eh bien, étonnamment,
À partir du moment où le programme d'AAC a été mis en place pour Jude, il a appris la lecture, l'écriture, l'orthographe, les mathématiques et aussi différentes habiletés courantes. Il peut cuisiner, prendre son pain, se laver les cheveux seul et il est propre. Jude a tellement appris grâce à l'AAC et je suis fière de lui. C'est un enfant formidable. Bon, alors il y a encore quelques retouches à faire, mais ça vous donne une idée des témoignages, en tout cas, qui seront présents sur le site. Je vais avancer rapidement parce qu'il me manque de temps, mais je veux juste vous parler un petit peu plus du projet en tant que tel et des étapes qui ont déjà été entreprises et de ce qu'il reste à faire. Alors, au niveau de l'élaboration et l'implantation de la version française, alors nous avons maintenant terminé la traduction du contenu en entier et nous venons de terminer les enregistrements sonores. Alors, c'est ça que vous avez entendu justement dans cette vidéo. Alors, le développement de la plateforme se poursuit. On espère terminer par la fin de cet été. La deuxième grande étape du projet, c'est ensuite d'effectuer une évaluation, un peu comme celle qui a été faite en Europe, mais au niveau de notre communauté francophone ici au Manitoba, comme première étape. Alors, encore pour sonder le terrain un peu et voir quelles sont les rétroactions. Alors, cela va impliquer donc le recrutement de volontaires. Les volontaires pourront donc essayer la version française et puis remplir un questionnaire en ligne. Alors, au niveau des participants, nous cherchons à recruter 50 volontaires au minimum. On va commencer avec ça. Un peu comme l'évaluation en Europe, nous cherchons donc des parents d'un enfant avec ou sans diagnostic de TSA, parce que les techniques sont tout aussi applicables pour des enfants avec un développement typique. Alors, parents d'un enfant avec ou sans diagnostic, des professionnels spécialisés en AAC, des professionnels dans un domaine connexe, alors des enseignants, des orthopédagogues, des psychologues, qui eux aussi travaillent avec des enfants atteints d'autisme dans les écoles et qui pourraient peut-être bénéficier de ces ressources, et puis des étudiants universitaires. Évidemment, le premier critère, c'est d'avoir le français comme langue première ou seconde. Alors, pour la procédure, pour les volontaires qui communiquent leur désir de participer, ils recevront un message électronique contenant des instructions spécifiques, un nom d'usager et un mot de passe temporaire pour accéder au programme Simple Steps, ainsi qu'un lien donnant accès au questionnaire en ligne. Alors, c'est vraiment un message contenant toutes les instructions et toutes les informations nécessaires. Ils auront un délai de 2 semaines pour faire gratuitement l'essai du programme. Et cet essai peut se faire à domicile ou dans le contexte d'un atelier que je peux animer. Alors, j'ai offert d'animer des ateliers de groupe, soit avec les divisions scolaires ou avec des membres de la communauté, s'ils veulent se rassembler. Lorsqu'ils auront suffisamment consulté le site, ils pourront répondre au questionnaire à travers la plateforme SurveyMonkey. Les questions seront semblables à celles qui se retrouvaient dans le questionnaire pour l'évaluation en Europe. Et puis, à la toute fin, s'ils le souhaitent, ils pourront recevoir un rapport des résultats. Alors, pour conclure, au niveau des bienfaits du projet, on cherche vraiment à répondre aux besoins des familles et professionnels œuvrant auprès d'enfants atteints d'un TSA en contexte francophone minoritaire. De ce fait, donc, le programme offre une méthode simple et facile à utiliser pour comprendre l'évaluation et le diagnostic de TSA et pour apprendre les techniques et principes fondamentaux de l'AAC. C'est aussi une ressource accessible pour parents en attente de services en matière d'autisme ou pour les familles particulières qui vivent dans des régions éloignées et n'ont pas accès à des services spécialisés. Il y a plusieurs familles qui vivent dans des régions éloignées ici au Manitoba, qui sont loin de Winnipeg ou qui sont loin de spécialistes. Alors, avoir une formation en ligne accessible pourrait leur aider. Et puis, finalement, ce que j'espère avant tout, c'est que ce projet permette aux enfants d'apprendre des compétences afin de participer pleinement aux activités quotidiennes de leur famille et de la collectivité. Merci. Le professeur Charles Gaucher de l'Université de Moncton n'a pas pu être présente, donc il m'a demandé de faire sa présentation à sa place, ayant participé à ce projet. Il m'a fait plaisir de pouvoir relayer. Donc, on va parler des langues des signes, choix et engagement des parents d'enfants vivant avec une surdité. Pour vous expliquer un petit peu le point de départ de la recherche, en fait, c'est une recherche internationale qui s'intéresse à l'engagement des parents francophones dans les services offerts à leurs enfants vivant avec une surdité.
On a interviewé plusieurs parents dans différents pays, comme on peut le voir en France, en Suisse ou en Belgique. Mais pour cette recherche, ce qui va nous intéresser, c'est la partie canadienne, où on a interviewé 52 parents. Dans ces interviews, en fait, on s'est rendu compte que seulement 3 familles utilisaient la langue des signes. 6 l'avaient utilisé à un moment ou un autre, mais l'avaient abandonné, et 3 avaient utilisé le français signé. Donc nous, on a essayé de comprendre pourquoi, explorer les représentations des parents et comprendre un petit peu pourquoi ils ne s'orientent pas vers ce mode de communication. Et c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, un petit peu pour vous expliquer, lors de l'annonce du diagnostic de surdité, les parents sont sous le choc. La plupart ne s'attendaient pas à cette annonce et ne connaissent d'ailleurs pas la surdité ou ne connaissent pas de personnes dans leur environnement ayant une surdité. Donc, pour eux, ils se retrouvent un petit peu dans un monde confus et un monde inconnu. Et la première inquiétude, c'est comment je vais communiquer avec mon enfant. S'il est sourd, il ne m'entend pas, comment je vais pouvoir communiquer avec lui? Donc, ils sont un petit peu confus et ils se posent plusieurs questions à travers ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont souvent être désorientés parce qu'ils vont être confrontés à des terminologies inconnues qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils vont devoir rapidement maîtriser pour pouvoir faire des choix par la suite. Mais aussi, ils vont rencontrer beaucoup de professionnels, des nouvelles personnes qui ont chacun un rôle qui apporte une aide différente. Et ça, ils vont devoir aussi s'acclimater avec ça. Enfin, il y a aussi les nouvelles technologies. Beaucoup de technologies vont s'offrir à eux et ils vont devoir faire des choix. Et pour faire ces choix, ils vont devoir s'approprier un petit peu ces nouvelles technologies qu'on leur propose. Ce qui se passe, c'est que lors des premiers moments, ils vont avoir des grandes décisions à prendre. Et l'une des premières décisions, c'est le mode de communication. Comment vous allez décider que votre enfant va évoluer et dans quel mode de communication? Ce qu'il arrive, c'est que souvent, il va y avoir la langue orale et la langue signée qui va être mis en comparaison, voire en opposition. Donc, il va falloir faire un choix entre les deux. Et ça, c'est une grande responsabilité parce que ça va toucher le futur de l'enfant. Les parents sont un petit peu, ont des questionnements là-dedans. Là, ils ont peu de connaissances sur les langues signées, mais les connaissances qu'ils peuvent avoir, c'est sûrement des préjugés, des perceptions, des stéréotypes. Et c'est ça qui va guider au début leur première pensée. Donc c'est là que les professionnels, ils ont un rôle à jouer à travers ça. Un rôle dans l'accompagnement, mais aussi dans l'explication des différentes formes de modes de communication que les parents peuvent avoir pour leur enfant. Pourtant, on se rend compte que dans certaines entrevues, les parents nous ont exprimé qu'ils n'avaient pas vraiment fait le choix. Avec le recul, ils y pensaient, ils se disaient... J'ai pas l'impression que c'est vraiment moi qui avais fait le choix, comme un des participants qui dit « Je n'ai pas choisi la voie oraliste, c'est le centre de réadaptation qui a considéré que pour lui, pour mon enfant, c'était le côté oraliste. » Donc là, on sent qu'ils n'ont pas fait choix et ça, ce que ça fait, c'est que ça joue sur leurs compétences en tant que parents pour se développer après dans l'accompagnement de leur enfant. Mais on ne peut pas dire que les professionnels, ils ont toute cette responsabilité. On part aussi du principe que les parents, ils ne sont pas juste influencés, mais qu'eux aussi ont un avis, des expériences et des sentiments qui vont pousser les parents à choisir ou non les langues signées. Et à travers les différentes explications qu'on a pu entendre dans les entrevues, il y a un point qui a été abordé, c'est la transmission linguistique. Pour certains parents, l'un des arguments, c'est les langues signées viennent naturellement aux sourds, donc pourquoi l'apprendre à mon enfant? L'autre idée, c'est les langues signées isolent l'enfant. Donc dans la première idée, le fait que les langues signées viennent naturellement aux personnes sourdes, ce serait l'idée qu'elles sont intrinsèques aux personnes sourdes. On le voit dans le premier verbatim qui dit « On avait commencé, mon mari au début, puis c'est pas très compliqué. » Donc, si elle le fait régulièrement, ça va aller tout seul. Et donc là, c'est dans l'idée qu'il n'y a pas de problème de transmission. À partir du moment où mon enfant est sourd, si plus tard il décide d'aller vers les langues signées, il n'y aura pas de problème avec ça.
D'autres arguments, c'était que les langues signées peuvent devenir une langue pour plus tard. Là, on se rend compte que les parents n'excluent pas les langues signées, mais ils disent c'est pas le premier choix que je vais faire. Si plus tard mon enfant décide, comme on le voit dans le premier verbatim, décide de devenir juste LSQ, donc langue des signes québécoise, et d'enlever ses implants, c'est elle qui va décider. Donc là, on n'exclut pas cette idée, mais c'est pas notre premier choix. Et encore cette idée que cette langue signée peut devenir instinctivement à cette personne sourde revient dans ce verbatim. Enfin, il y a l'idée que les langues signées, c'est des langues qui s'acquièrent sans effort. Dans le verbatim, on dit, je me disais, voyons si elle est capable d'apprendre les langues des signes, qu'elle ne vient pas me dire qu'elle n'est pas capable d'apprendre à parler. Donc là, on met en opposition les langues orales et les langues signées. À partir du moment où il peut apprendre les langues des signes, qui est quelque chose d'assez facile, il serait plus intelligent, ou en tout cas plus logique, d'aller vers une langue orale qui, elle, est plus difficile. Et là, on met une notion de prestige dans cette langue orale qui, par sa richesse, donc sa complexité, serait un choix plus logique au lieu d'aller vers une langue signée qui serait peut-être plus facile et donc moins complexe et avec un prestige moins intéressant pour les parents. Dans l'autre idée qu'on a pu entendre dans les entrevues, c'est l'idée que les langues des signes, elles isolent les enfants. Ce mode de communication, quand on parle de langue des signes, plusieurs parents nous ont dit, ont mis en parallèle isolement. Donc cette crainte de choisir un mode de communication et d'isoler son enfant, mais d'isoler son enfant certes au sein de la société, mais au sein même de sa famille. Certains parents nous ont dit, au début on avait commencé les langues signées, mais en fait, comme on le voit dans le verbatim, son père ne le maîtrisait pas très bien, les grands-parents ne le maîtrisaient pas du tout, donc l'enfant il était isolé au sein même de sa famille. Donc ça, c'est une crainte que les parents ont, et donc ça peut être un argument qui peut expliquer qu'ils ne vont pas vers les langues signées. Un autre argument, c'est aussi que dans certaines régions du Canada, la possibilité de s'exprimer en langue signée est très limitée. Il y a une maman qui explique que si elle avait choisi les langues signées, son enfant dans cette région sera lui tout seul de la culture sourde. Donc là, il y a le fait qu'ils n'ont pas de modèle de personnes sourdes dans leur environnement et ils n'imaginent pas de pouvoir utiliser ces langues signées pour leur enfant. Dans un deuxième ordre d'idée, c'est la transmission linguistique. Le fait de se dire que c'est un mode de communication qui est envisageable, mais avec les nouvelles technologies qui se développent, est-ce que vraiment les langues des signes ne vont pas disparaître et donc il est illogique de choisir les langues des signes? Ou un autre argument qui a pu ressortir, c'est que l'accès aux locuteurs peut être difficile pour les parents et donc le choix d'aller vers les langues des signes n'est pas imaginable. Donc, les langues des signes sont vouées à disparaître. Pour les parents, il semble irréaliste de choisir une langue signée dont l'utilisation sera, d'après eux, de plus en plus rare. Avec le développement des technologies dont l'implant cochléaire, certains parents ont en tête que le choix est majoritairement pour l'oral et l'implant cochléaire. Donc, à côté, il est logique que la communauté sourde, petit à petit, va disparaître et la langue des signes avec. Donc, pourquoi faire ce choix ? Dans l'autre ordre d'idée, c'est si je vais vers la langue signée, mon enfant va, lui, peut-être pouvoir s'affilier à cette communauté, qui est la communauté sourde. Mais moi, en tant que parent, est-ce que je vais pouvoir m'affilier à cette communauté, sachant que je n'ai pas une maîtrise des langues des signes? Parce que ce qu'il arrive, c'est que les parents qui choisissent la langue des signes, paradoxalement, doivent apprendre la langue de leur enfant pour après leur transmettre. Donc l'enfant, quand il va aller à l'école, lui, va très vite se développer avec cette langue des signes et va avoir un niveau qui va augmenter de plus en plus. Et le parent, lui, dans son utilisation qui n'est que quotidienne, va voir son enfant s'améliorer et lui essayer de suivre un petit peu le rythme. Donc est-ce que lui pourrait s'affilier à cette communauté et laisser son enfant, lui, y aller? Donc là, il y a vraiment un questionnement, et est-ce que vraiment j'ai envie que mon enfant aille dans une communauté où moi je ne pourrais pas aller? Donc on se demande, est-ce que le choix des langues signées est une source de malaise pour les parents d'enfants sourds?
Dans les différents arguments, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a 3 sentiments qui ressortent, qui expliqueraient le fait que les parents n'aillent pas vers les langues signées. Le premier sentiment, c'est le sentiment d'incompétence. Sur le plan linguistique, on parle du principe que les parents, ils vont transmettre une langue, donc ils ignorent le potentiel. Ils ne l'ont jamais appris, ils vont devoir l'apprendre très vite pour la transmettre à leur enfant. Donc, est-ce qu'ils se sentent vraiment compétents pour faire ce travail? C'est pas certain. Sur le plan identitaire, les parents, ils ne se sentent pas bienvenus forcément dans cette communauté. Donc ça aussi, et de pouvoir s'affilier à cette communauté parce que son niveau de langue des signes n'est pas assez bon, donc je ne vais pas oser y aller. Donc là, il y a encore ce sentiment d'incompétence qui ressort. Dans une deuxième idée, c'est le sentiment d'incompréhension. Le parent, il est confronté à une réalité linguistique qu'il croit naturelle à son enfant. Donc si cette langue, elle est naturelle, je ne vois pas pourquoi je devrais lui apprendre, sachant que ça va venir tout seul. Sur le plan identitaire, le sentiment d'incompréhension, c'est que le parent, il se demande comment éduquer un enfant à l'aide d'une langue qui l'amènera à s'affilier à une autre communauté et pas la sienne. Donc là, c'est vraiment l'idée. Moi, je ne peux pas y aller, donc je ne comprends pas pourquoi j'y mettrais mon enfant alors que ça pourrait créer une séparation. Enfin, c'est le sentiment d'inquiétude. Le parent, il est inquiet vis-à-vis de la marginalité d'une socialisation passant par une langue minoritaire. Le risque, c'est de voir son enfant marginalisé au sein de la société en utilisant cette langue, mais aussi au sein de la famille, comme on l'a vu. Enfin, sur le plan identitaire, c'est que le parent, il doit opter vers une trajectoire parentale qui placerait l'enfant dans un monde qui s'éteint, les nouvelles technologies, et donc il ne serait pas logique non plus, ou en tout cas, il pourrait être inquiétant de l'emmener vers cette trajectoire. Donc, pour conclure et amener... Parfait, je suis dans les temps. Pour conclure et amener quelques réflexions à travers ça, faire face aux obstacles, en fait, on se rend compte que les parents, ils n'ont pas été socialisés dans les langues signées. On sent qu'ils n'ont pas eu les outils pour pouvoir imaginer d'aller vers les langues signées pour leur enfant. Les parents, ils n'avaient pas envisagé d'inclure une langue signée dans leur trajectoire parentale. Ça leur est pas venu à l'idée parce que dès le départ, ils n'ont pas eu les ressources et ils ne voient pas le potentiel de ces langues. Ils sont sans modèle, sans image, sans référent par rapport à une langue, par rapport à l'usage d'une langue signée comme vecteur de leur parentalité. Et c'est là où les professionnels de la santé, et je vais conclure là-dessus, ont une responsabilité par rapport à ça, d'offrir une information uniforme et entière de tous les modes de communication et toutes les options qui pourraient aider les parents, ou en tout cas à faire des choix éclairés. Et on se rend compte qu'à travers ces 3 sentiments, les professionnels n'ont pas pallié à ça. Donc on espère qu'on va pouvoir plus tard montrer aux parents que les langues signées sont un mode de communication comme un autre. Merci. Oui. Vous avez la chance de m'entendre 2 fois, ou pas d'ailleurs. Ça va être intéressant. Donc là, vous allez aborder, si j'ai bien compris, c'est ça, la paternité. Donc c'est une dimension. C'est ça. Donc là, c'est ma recherche, c'est mon sujet de mémoire. Donc je vais vous parler de l'engagement des pères d'enfants vivant avec une surdité. Donc pareil, le point de départ, c'est toujours l'engagement des parents d'enfants sourds. Mais moi, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est de voir dans les chiffres que très peu de pères s'impliquent, ont participé à notre recherche. C'était sur la base du volontariat. Et on se rend compte, par exemple, qu'au Canada, 36 mères ont participé, seulement 16 pères. En France, 19 et seulement 4 pères, etc., etc. Donc on se rend compte qu'il y a une faible participation des pères. Et en plus d'être étudiante en maîtrise à l'Université de Moncton, je suis chargée de projet à l'ACEPA, qui est l'association de parents d'enfants sourds. Et pourtant, dans cette association, je me rends compte que les parents et les pères sont impliqués auprès de leurs enfants. Donc ça m'a un petit peu questionnée en me disant pourquoi ils n'ont pas participé. Est-ce qu'ils ne s'engagent pas dans d'autres dimensions, ou est-ce que c'est une autre façon de s'engager? Donc c'est ça qui m'a amenée à faire des entrevues semi-dirigées et m'intéresser un petit peu à cette expérience de père. Donc moi, j'ai rencontré 7 pères qui m'ont partagé un petit peu leur expérience. Donc
tout début, c'est la naissance de l'enfant. En fait, avant même qu'il y ait diagnostic de surdité, on se rend compte qu'il y a une période de remaniement. En fait, chacun doit trouver un petit peu sa place au sein de la famille, son rôle, et que les pères, ils sont moins préparés à ça, de passer de statut de couple à statut de parent. Et on le voit dans ce verbatim qui dit, au début, c'était très difficile. C'était quand elle était bébé, avant même qu'on sache qu'elle ait une surdité, parce que j'avais de la difficulté à être proche d'elle, à l'apprendre, à m'occuper d'elle. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était l'apprendre, lui donner de l'amour, tout ça. Puis avec le temps, tu te dis, c'est comme ça. Mais c'est ça, je l'ai apprivoisé moi-même. Donc là, il l'explique, il n'avait pas encore le diagnostic de surdité. Et pourtant, il a déjà de la difficulté à avoir une relation avec son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il arrive quand on a l'annonce de diagnostic? Et je vais essayer de ne pas me répéter, mais il y a ce choc. Et la majorité des parents, voire 90% des parents d'enfants sourds, ne connaissent pas, sont entendants et ne connaissent pas de personnes sourdes. On va voir que les pères et les mères, ils n'ont pas le même vécu vis-à-vis de l'annonce du handicap de leur enfant. Et pourtant, chacun va avoir besoin d'aide et d'accompagnement, de ressources pour améliorer leur habilité parentale. Les pères, ils sont considérés comme un parent secondaire. On va le voir plus tard, mais en fait, les pères, à travers ça, ils sont toujours un cran en retard, où ils suivent souvent la mère dans l'accompagnement de l'enfant. Et donc, ce que ça engendre, c'est qu'ils vont avoir de la difficulté à avoir accès à des ressources et à avoir accès à un soutien. Quand je parle de soutien, c'est un ensemble de ressources et de stratégies permettant de promouvoir le développement, l'éducation, les intérêts, le bien-être personnel, tout en améliorant le fonctionnement des individus. Donc là, c'est un autre verbatim d'un papa qui s'exprime et qui dit « On n'avait jamais vécu à l'époque quelque chose comme ça. C'était donc vraiment nouveau. On a fait au moins 2 ou 3 tests parce qu'on ne croyait pas que c'était cela. Finalement, ça a pris 3 à 6 mois pour vraiment s'habituer à l'idée « Ok, c'est donc ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Donc là, dans ce verbatim, on se rend compte que le papa, il a eu un premier test, un premier diagnostic qui a parlé de surdité, mais c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc on en a fait d'autres, et ça a pris du temps, ça a pris 3 à 6 mois, ce qui est énorme pour se dire « Ok, j'y vais, je m'engage dans cette situation et je passe à travers cette étape. » Non. Si, je suis perdue. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'annonce de surdité? On se rend compte qu'en fait, certains pères, ils sont absents. Ils n'ont pas accès à cette annonce. C'est à travers la mère qu'ils vont y avoir accès. Il y a un papa qui explique que, en fait, il était au Mexique pour son travail et qu'il n'a pas pu être présent lors du diagnostic, et qu'en plus, le réseau cellulaire était mauvais, donc il l'a appris par courriel. Un autre papa, il explique pareil qu'il était au travail, que c'est sa femme qui l'a appelé pour lui expliquer ce qu'était le diagnostic, et c'était un diagnostic de surdité. Donc là, on se rend vraiment compte que les pères, ils sont livrés à eux-mêmes, et la seule source d'information qu'ils vont avoir à ce moment-là, c'est la mère. Donc on va responsabiliser la mère pour cette annonce. Et après, les pères, dans les entrevues, ils nous disent qu'ils vont agir rapidement et vont très rapidement vouloir trouver des solutions. Beaucoup nous ont dit on va se mettre dans l'action, là, go, on y va, c'est parti. Moi, j'ai pris l'annonce comme ça, puis je me suis dit ok, on se lance. Donc, pour se lancer, moi, je me suis dit ok, ils se lancent, mais quelles sont les sources de soutien qu'ils peuvent avoir dans ce parcours et cet accompagnement de l'enfant sourd. Et le premier soutien qu'on voit, c'est le soutien familial. Les grands-parents jouent un rôle important dans l'accompagnement des familles, et pour les pères, certains vont aider, que ce soit dans l'accompagnement des thérapies, des rendez-vous. On se rend compte qu'au bout de très peu de temps, il y a beaucoup de rendez-vous qui va être en lien avec l'accompagnement de l'enfant. Et les grands-parents parfois vont faire le relais, ou alors ils vont leur permettre d'avoir un répit aux parents et garder les enfants en fin de semaine.
La deuxième ressource dans la famille, c'est la famille proche, mais elle va être utilisée de façon ponctuelle. Par exemple, il y a un frère d'un des pères qui est médecin, qui a pu un petit peu accompagner lors du diagnostic et essayer de voir un petit peu les pistes de solution. Et enfin, une tante qui travaillait dans une maison de retraite, qui connaissait un petit peu les appareils auditifs, qui a pu donner un petit peu d'informations là-dessus. Donc on sent que c'est très ponctuel et c'est vraiment pour des choses spécifiques. Le deuxième soutien, c'est le soutien conjugal. Et là, c'est la source de soutien significative. Il y a un père qui nous dit ceux qui sont monoparentales avec un enfant qui a un handicap, je ne sais pas comment ils font honnêtement. C'est assez infernal, les rendez-vous, tout ça. Je pense que ça a été une bonne entente entre les deux conjoints dans le couple. Donc là, on se rend compte que c'est un travail d'équipe. Ça va prendre beaucoup de temps et ça va prendre du temps sur la vie conjugale. On va mettre de côté cette vie de couple et on va se concentrer en tant que parent pour accompagner l'enfant. Et pour y parvenir et pour faire ce travail d'équipe, ça prend une bonne communication. Et cette communication, elle va permettre aux parents et aux pères particulièrement d'avoir accès à l'information. On l'a vu, il est mis de côté par moment, il est vu comme secondaire par les professionnels. Donc cette relation avec sa femme va lui permettre d'avoir de l'information et de pouvoir s'engager et trouver son rôle dans la famille. Le troisième soutien, et ça j'ai pu le voir dans ma recherche, mais aussi dans mon emploi, c'est le soutien dans les associations de parents. Les pères, au début, ils l'ont expliqué, ils vont être plus observateurs. Ils ne sont pas sûrs que ça soit une ressource qui va les intéresser et ils vont regarder ce qu'ils peuvent avoir comme information. Une fois qu'ils sont convaincus de la pertinence de ces soutiens, ils vont essayer d'avoir le plus d'informations possible. Il y en a un qui dit aller chercher beaucoup d'informations des autres parents. Le contact avec les autres parents qui ont déjà vécu ça est très important. On se rend compte que par la suite, cette implication dans les associations de parents, ça va prendre aussi une forme militante. C'est-à-dire que le père ne se contente plus de chercher de l'information, mais aussi de s'engager pour les autres enfants qui pourraient avoir une surdité, s'engager dans les conseils d'administration ou dans le développement de services. Donc, pour voir un petit peu ce qui s'est dit, ce que font les parents dans l'utilisation de ces soutiens, c'est les pères, ils ne sont pas dans une recherche d'aide affective. Ils ont souvent une image positive, ils vont pas exprimer leurs craintes ou leur angoisse, et ils vont vite se mettre dans l'action. Et le fait d'avoir un cercle de soutien assez restreint, on sent qu'ils n'ont pas envie de les user et d'aller trop les solliciter. Donc, ils vont utiliser ça que ponctuellement. La relation conjugale, elle va être dans une recherche d'équilibre, essayer d'avoir un objectif commun entre les deux parents et s'engager auprès de leur enfant qui a une surdité. Et on voit qu'il y a une corrélation qui existe entre la qualité de vie conjugale et la satisfaction du père à l'égard de son propre rôle parental et de pouvoir développer des compétences parentales. Enfin, pour développer ces compétences, c'est avoir un engagement paternel. On voit que cet engagement du père, il se fait en complémentarité de la mère. Il est là pour l'aider, pour définir des conditions et l'équilibre familial. Enfin, la représentation qu'on a de l'engagement du père, elle n'est pas forcément dans les attentes et les standards sociaux qu'on peut avoir. Il le fait vraiment dans son propre besoin au sein de son organisation familiale. Donc juste pour conclure, on voit que à travers les entrevues, les pères, ils ont envie de s'impliquer, mais ils ont besoin de soutien, même s'ils ne l'expriment pas. Il existe vraiment une ambiguïté du fait de l'image qu'on voit du père et la place qu'on lui donne. On a envie de plus en plus que le père s'engage au sein de la famille. Pourtant, on se rend compte que dès le départ, il est un peu exclu du processus et donc pour lui, il est plus difficile de pouvoir s'engager. En impliquant les pères, les intervenants, ils vont être gagnants parce que ça va pouvoir les aider à développer leurs compétences paternelles. Et l'important, c'est de reconnaître les compétences spécifiques du père et de ne pas faire une comparaison entre l'engagement de la mère et l'engagement du père. Donc, il est important que les professionnels y créent un partenariat, non pas juste avec un parent, mais avec la mère et le père pour que l'accompagnement de l'enfant soit fait de façon réussie. Merci. Bonjour tout le monde.
Je suis Hadi Sabahayon, chercheur et docteur en sciences de l'information et de la communication et membre du réseau de recherche CDHET sur la communication et le développement des hommes, des entreprises et des territoires à l'IUT du Havre en France. Dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage du numérique par des personnes ayant des incapacités psychiques et de son impact sur leur identité ainsi que sur leur participation sociale. Ma présentation est intitulée « Incapacité psychique et participation sociale, dépasser le score social vers des contributions mémorielles collectives ». Nous sommes partis d'un questionnement sur comment le numérique affecte les habitudes de vie des personnes ayant des incapacités psychiques et quelles mutations ou transformations apporterait-il sur leurs identités. En parlant des identités, on évoque les facteurs identitaires qui font partie des facteurs personnels du modèle du développement humain. Mais comment peut-on comprendre le numérique afin de le questionner dans ce cas? On parlait de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour désigner le numérique. Aujourd'hui, ces technologies ne sont plus nouvelles. Elles existent partout, dans beaucoup d'objets connectés, auxquels se connectent de plus en plus de personnes. C'est vrai que ces technologies signifiaient à une époque donnée l'outil informatique et le support, si vous voulez, qu'on utilisait pour produire des contenus textuels. Cette première phase de compréhension et d'usage du numérique donc, consistait à le traiter, à le considérer, à le voir, à le comprendre comme un support sur lequel nous pouvons écrire et envoyer nos messages et nos textes. La deuxième phase du numérique est celle du numérique média qu'on a utilisé, qu'on a employé comme un nouveau média qui a rassemblé, qui a uni à un moment donné les médias classiques que nous connaissons, comme la presse écrite, la radio et la télévision. La troisième phase du numérique, et c'est la phase que nous défendons dans notre positionnement théorique, c'est celle du compréhension du numérique comme un environnement. Le numérique est fort présent aujourd'hui dans notre quotidien. Il nous englobe d'une manière ou d'autre, et ces plateformes, en mouvement, en évolution, en transformation continue, nous connectent et constituent une grande partie de notre environnement direct, micro, mais aussi macro. Ce nouvel environnement, qui est le numérique, montre une logique de trace numérique produite par les usagers eux-mêmes, donc volontairement, mais aussi involontairement et automatiquement par les machines. Cette grande quantité de traces, produites non intentionnellement, questionne d'une manière ou d'autre nos identités et notre sociabilité et nous met devant de nouveaux enjeux et défis. Souffrant de troubles de comportement et d'une désorganisation dans ses activités, la personne ayant des incapacités psychiques trouve dans le numérique, comme d'autres personnes d'ailleurs, l'opportunité de travailler son image, de mettre à côté sa difficulté d'adaptation sociale et de se relationner avec les autres. Quel usage développerait-elle sur une plateforme relationnelle comme Facebook par exemple? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle travaille son profil? De quelle manière elle communique avec les autres? Dans quel objectif? Et quels sont les impacts sur la réalisation de ses habitudes de vie? Nous avons observé un petit groupe de 8 personnes ayant des incapacités psychiques dont la majorité utilise le numérique et notamment la plateforme Facebook pour se relationner. L'objectif de cette observation était de comprendre leurs activités numériques, mais aussi de voir comment elles gèrent leurs identités et les stratégies de leur visibilité en ligne.
L'observation est restée 3 mois et elle était complétée par des entretiens semi-directifs dans la résidence spécialisée où habitent ces personnes. Le collecte de données numériques ainsi que l'analyse de contenu des entretiens face à face donc montrent différents types ou différents modèles de gestion de visibilité en ligne de ces personnes. En s'inspirant des travaux de Dominique Cardon sur le design de la visibilité, alors, nous avons classé ces 3 modèles comme suivant. Le premier modèle, c'est le modèle du phare, où l'usager rend public ses goûts, ses activités, ses intérêts, dans le but de rechercher une visibilité en ligne et d'entrer en relation, de faire des rencontres ou des affaires. Le deuxième modèle, qui est la lanterna magique ou la lanterna magica, est celui de l'usager qui construit son avatar en ligne et via cet avatar, il tisse donc ses relations et il fait ses activités, tout en cachant toujours derrière l'image de son avatar. Le troisième modèle, nous l'avons appelé passeport, désigne d'une manière ou d'autre l'usager qui se connecte à cette plateforme numérique, qui dévoile donc ses données personnelles et réelles, sa vraie identité civile, et se rend en ligne ou bien se connecte de temps en temps sans avoir un fort intérêt à être toujours présent ou à se relationner avec les autres. Nous présentons dans un de ces slides, des slides de notre support de présentation, des exemples sur le contenu numérique récolté à travers les activités des sujets que nous avons observés, pour comprendre, pour situer d'une manière ou d'autre ces modèles entre l'identité civile ou la vraie identité, ainsi que les différentes façades de l'identité numérique, bien expliquées par une chercheuse française qui s'appelle Fanny Georges, qui les situe sous forme d'une identité agissante, via laquelle l'usager explique intentionnellement et volontairement ses activités et ses intérêts, mais aussi l'identité déclarative qui fait partie de ce que l'usager fait et de ce que le système numérique calcule et rend en compte par rapport à l'activité de l'usager. Et enfin, l'identité calculée qui est complètement donc calculée par la plateforme, qui renseigne des informations sur ce que l'usager fait, combien d'amis il a, combien de likes il a fait, où est-ce qu'il est actuellement, etc. Donc à travers ces différentes manières ou stratégies de gérer l'identité numérique de la personne, on se rend compte qu'on est devant une extériorisation de soi. Bien sûr, la personne ayant des incapacités psychiques raconte un peu d'elle-même, de ses intérêts, de son quotidien, de ses activités avec les autres, de ce qu'elle pense par rapport à un tel événement, de ce qu'elle pense par rapport à telle personne. Mais aussi, on voit bien une simulation de soi qui va au-delà du réel, au-delà de ce qu'on fait, vers ce qu'on aime faire, ce qu'on préfère être. Cette analyse nous montre une transformation dans la compréhension de l'interaction sociale, dans la communication de face à face, vers une interaction dans le numérique qui met à côté le self, compris comme une construction sociale, où la personne définit la situation dans laquelle elle communique, mais aussi elle interprète les signes ou les gestes de l'autre personne et essaye de jouer un rôle et de faire comprendre à l'autre l'image qu'elle a de soi-même. Dans le numérique, on est plutôt passé
à la gestion, à la construction identitaire des identités numériques, pour ne pas se limiter à une seule version de l'identité. On est plutôt dans la gestion des identités numériques, d'une visibilité en ligne qui nécessite une compréhension des enjeux de la traçabilité numérique, de savoir qu'est-ce que la personne doit dévoiler de ses données personnelles, tout en protégeant sa vie privée, et comment peut-elle se relationner avec les autres, tout en contrôlant ou avoir le minimum possible un contrôle sur les contenus numériques qu'elle produise. Donc ce passage du self-social vers les identités numériques, du score social, si j'ose dire, vers la présence numérique qui s'oppose quand même à l'identité et qui prend en compte cette dimension temporelle très intéressante dans notre vie, parce que nous sommes des usagers numériques, oui, mais nous sommes des êtres humains aussi, et l'être humain, voilà, il change de ses activités, de ses intérêts, de sa manière de faire, de voir, etc. Et donc, on ne peut pas quand même résumer l'individu à ces traces numériques présentes dans un contexte spécifique, dans une période spécifique, etc. Donc la présence numérique, comme une notion développée par Louise Merzot, prend en compte l'importance d'inscrire notre vie numérique dans une durée, mais aussi de développer de compétences au niveau de facteurs individuels, également les compétences numériques aujourd'hui, l'éducation numérique, qui permettent à l'usager de travailler son image, mais de veiller aussi à ses activités numériques tout en construisant ses réseaux. On voit bien à travers les activités de ces personnes sur Facebook, mais aussi en dehors de Facebook, et à travers donc leurs explications dans les interviews par rapport à leur compréhension du numérique et de leur activité numérique, on voit bien qu'on est devant une nouvelle habitude de vie, un nouveau processus qui est celui de l'éditorialisation, qui désigne d'une manière ou d'autre l'ensemble des dynamiques produites et structurées dans l'espace numérique qui sont issues des interactions, des actions individuelles mais aussi collectives dans un environnement numérique particulier, au sens bien de Marcello Vitali Rosati, qui travaille sur cette notion et qui l'explique dans ses travaux. L'accumulation de ces traces numériques issues de l'éditorialisation, mais également d'autres activités numériques, montre la formation d'une automémoire ou d'une mémoire machinique caractérisée par la désorganisation. Nous parlons là d'une accumulation des traces sans des objectifs précis, sans des règles précises, des traces détachées de leur contexte, de leurs usagers, etc. Ça fait rappeler la désorganisation de l'information, mais aussi de la communication de la personne ayant des incapacités psychiques. Et donc, ce lien que nous tissons dans notre hypothèse entre la désorganisation de l'information numérique et la désorganisation de l'activité, de l'information et de la communication de la personne ayant des incapacités psychiques peut être donc mise dans une logique de réorganisation, d'archivage de l'information, dans le but de mettre en place une mémoire non pas seulement individuelle, mais aussi collective, travailler ensemble, partager ensemble, sauvegarder ensemble, préserver ensemble. La question de la participation sociale, à notre sens, devient la question de comment gérer notre présence numérique en réseau. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention et un grand merci aux organisateurs du colloque Regards croisés sur le handicap en contexte francophone à l'Université de Saint-Boniface au Canada. À bientôt.